Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Brièvement, je vous prie. Je crois que le gouvernement a droit à prendre la parole comme il veut, tant qu'il veut. Et le président du Sénat n'a pas à dire brièvement ou non. Il faudrait quand même respecter un peu le gouvernement. Je voudrais simplement dire, quel qu'il soit, même si vous n'avez aucune estime pour un ministre, même si vous le traitez d'idiot, respectez au moins le gouvernement. C'est un minimum. Vous passez votre temps à faire des mises en cause personnelles, sans arrêt. Et M. Dailly, le premier. André Labarrère, ministre socialiste, bousculé par des sénateurs de gauche et quémandant un peu de considération pour le gouvernement. C'est une image inattendue de la Haute Assemblée. On était en 1986 et le Sénat, une fois de plus, jouait les contestataires. Car le Sénat est plus souvent rebelle qu'on ne le pense sous la Ve République et nous allons le voir dans l'info dans le rétro. Pourquoi les sénateurs sont-ils indociles? Quand jouent-ils les troubles faits? Dans l'opposition ou même dans la majorité? Nous reviendrons avec mes invités sur cette chambre un peu particulière, souvent critiquée pour sa prudence et sa lenteur grave, mais qui remplit dans nos institutions un rôle fondamental. Alors, chambre d'opposition ou d'enregistrement, au lendemain des élections sénatoriales, je vous propose de réécouter la définition qu'en a son président, Gérard Larcher. Les grands électeurs ont aujourd'hui conforté la majorité sénatoriale. C'est la voix des territoires qui s'est exprimée. Ils ont clairement affiché leur volonté de voir exister un contre-pouvoir parlementaire indispensable à mes yeux au fonctionnement équilibré de la démocratie. La majorité sénatoriale est diverse, mais elle est exigeante et positive. Alors, le Sénat... important, mais aussi rebelle. On va en discuter avec mes deux invités. D'abord, Catherine Tasca. Vous avez été plusieurs fois ministre, dont ministre de la Communication dans le gouvernement Lionel Jospin. Et non, d'abord dans le gouvernement de Michel Rocard. Effectivement, mais après, il me semble que vous avez continué avec Lionel Jospin. Je dis Lionel Jospin parce que vous vous doutez qu'on va y revenir dans cette émission. Et bien sûr, depuis 2004, vous êtes sénatrice. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour officiel de votre mandat. Tout à fait. Bon, alors avec vous, une historienne, Sabine Janssen. Vous avez été une des cofondatrices du comité d'histoire politique et parlementaire. Vous êtes maître de conférence au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Et vous avez publié La boîte à idées de Marianne aux éditions du CERF. Les boîtes à idées. Les boîtes à idées, on va faire un pluriel, de Marianne aux éditions du CERF. Catherine Tasca, une majorité de droite est issue de ces dernières élections, alors qu'il y a eu auparavant un raz-de-marée pour Macron. Est-ce que le Sénat échappe une fois de plus au changement? En partie, en tout cas, en partie, parce qu'on verra tout de même la constitution d'un groupe En Marche au sein du Sénat, mais c'est vrai que, à la fois pour des raisons techniques, puisque les grands électeurs qui choisissent les nouveaux sénateurs sont issus des élections antérieures, notamment des municipales de 2014. Ça sont les raisons techniques. Et puis, je crois aussi parce que le Sénat est vraiment ancré dans les territoires. Et nous savons de plus en plus qu'il y a deux France. Sabine Janssen, un Sénat dans l'opposition à Macron, c'est normal ou c'est pas si surprenant que ça? Non, c'est pas si surprenant que ça quand on regarde toute l'histoire du Sénat et avant même du Conseil de la République. Il y a quand même, même si le Sénat a ses règles de fonctionnement, a sa typicité, si je puis dire, qui fait que les clivages idéologiques ils sont moins voyants, on a depuis 1981, je dirais, une relative politisation du Sénat, ou plutôt un Sénat qui est beaucoup plus proche des clivages de l'Assemblée nationale qu'il n'a pu être avant. Je vais vous contredire légèrement parce que vous avez commencé après 81, mais vous allez voir. En 1969, il y a un homme politique qui prend la parole dans une campagne qui est très très importante sur la réforme du Sénat, voulue par le président de la République, le général de Gaulle. Cet homme, c'est Gaston Monnerville. Il a été président du Sénat, il est rentré en fronde et il explique pourquoi, dans la campagne officielle en 1969, il faut voter contre la réforme du Sénat. Je dispose de 7 minutes
pas une minute de plus. Je vais les employer à vous entretenir de la réforme du Sénat. Les porte-paroles du pouvoir répètent sans cesse que les attributions et l'influence du Sénat vont être augmentées, que le Sénat sera rénové. Rarement plus grandes libertés ont été prises avec la vérité. Ce qu'on vous propose, c'est une assemblée pour avis, dont les avis ne seront pas plus pris en considération que ceux du Conseil économique et social, par exemple. Alors, les Français vont rejeter la réforme voulue par De Gaulle à 52%. De Gaulle va démissionner. Hein, c'est un des cas importants de cette Ve République. Mais alors, quel était le but exactement de cette réforme, Sabine Janssen? Écoutez, d'abord, il y avait un essoufflement de la présidence de De Gaulle. Il voulait, après mai 68, relancer... Oui, mais la réforme... Alors, précisément, il y a deux aspects dans cette réforme qui est proposée au vote des Français. D'abord, la régionalisation. Et la deuxième réforme portait sur une fusion du Conseil économique et social et du Sénat. C'est, je dirais, la vieille ancienne du Sénat, de la seconde chambre, comme représentant des intérêts éventuellement professionnels. Mais Monnerville a l'air de sous-entendre que De Gaulle veut museler le Sénat. Oui, alors bien sûr, parce que depuis 1962, depuis l'élection, la réforme de la Constitution et de l'élection du président de la République au suffrage universel, le Sénat est en lutte ouverte contre De Gaulle. Alors c'est intéressant que Gaston Monnerville avait soutenu l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Il a été un des fervents soutiens du général de Gaulle. Il ne faut pas oublier que Michel Debré a été quand même sénateur pendant 10 ans. Donc, selon le bon vieux principe que les dindes ne votent pas pour Noël, le Sénat n'avait évidemment pas l'intention de se faire harakiri. Et là, on lui proposait en quelque sorte d'amoindrir considérablement le pouvoir du Sénat et son pouvoir délibératif. Il y a une autre logique qui était beaucoup énoncée à gauche, je crois, Catherine Tasca, c'est qu'on considérait que cette réforme allait renforcer le césarisme, c'est-à-dire l'autoritarisme du président de la République. C'est un peu une critique récurrente. Oui, et puis c'est quand même une tentation de la Constitution de la Ve République et du fonctionnement de la Ve République. Donc ça l'était à l'époque et ça l'est encore. Cette tentation existe et c'est pourquoi ici nous sommes très vigilants sur les pouvoirs des deux assemblées. Et ce que Gaston Monnerville met en cause, c'est cette réduction de la deuxième assemblée, dite haute assemblée, mais qui n'est que la deuxième finalement, à un rôle d'avis, un rôle d'expert. Et là, on s'éloigne totalement d'une bonne vision du bicamérisme. De Gaulle était obligé de passer par référendum parce qu'en fait, les chambres ne se seraient jamais elles-mêmes ralliées à ce projet. Bien sûr. D'accord. Alors on voit que sous Pompidou et sous Giscard d'Estaing, il y a un peu moins d'opposition frontale au président de la République. En revanche, avec l'alternance en 1981, il va y avoir des changements assez importants, et notamment un, moi que j'ai retenu, qui est le moment où on va mettre en place des journées de questions au gouvernement, des séances qui seront retransmises à la télévision. Et je vous propose de voir la première, c'est le 29 avril 1982. On va avoir 2 heures de questions, 11 questions posées au gouvernement, et vous allez voir que le ton de certains sénateurs peut être extrêmement brutal. Écoutez, c'est Charles Pasqua. La peine de mort a été abolie sans que soit instituée aucune peine de substitution. On a jugé bon de supprimer la Cour de sûreté de l'État. Après le 10 mai, dans l'euphorie du moment, tous les membres d'Action Directe ont été amnistiés et relâchés, y compris ceux qui avaient tiré sur des policiers. Ils ont aussitôt repris les armes et recommencé la lutte. Pensez-vous donc qu'ils allaient être touchés par la grâce et adhérer au PS? Monsieur le Président, cette séance... Monsieur le Président... Il ne suffit pas de rechercher et d'arrêter les terroristes. Encore faut-il les sanctionner. Et c'est là qu'intervient la nécessaire volonté politique. Quand vous parlerez tout à l'heure, on vous attendra et on fera le même traitement et le même régime. À cet égard, et si vous comptez me faire taire, vous n'êtes pas prêt d'y parvenir, je vous le dis. D'autres ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Monsieur Pasqua, vous êtes trompé de débat. Il s'agit de questions au gouvernement. Et vous avez parlé sur 17 minutes pendant 15 minutes 45 secondes.
On a reconnu Alain Poher, évidemment, qui essayait de recadrer le sénateur Pasqua en lui montrant qu'en fait, sur 17 minutes de débat consacré à la question de la sécurité et du terrorisme, il avait laissé uniquement 2 minutes au ministre pour répondre. Qu'est-ce que ça nous dit, Sabine Janssen, cette scène, la violence aussi de la gestuelle, elle est volontaire, c'est un peu du cinéma. Comment vous l'interprétez? Écoutez, la droite a perdu les élections présidentielles en mai 1981. Donc, mai et juin, les législatives. Donc, elle a perdu quand même le contrôle de l'Assemblée nationale. Le Sénat, c'est la tribune, comme on va voir peut-être là, dans les mois qui viennent, on va peut-être voir le Sénat où la droite a renforcé ses positions. On va le voir peut-être se poser en opposant à la majorité de l'Assemblée nationale. Et là, c'est ce qui se passe. C'est une attaque frontale. C'est le dernier bastion de la droite. Voilà, exactement. Il s'agit de faire opposition au pouvoir socialiste, comme on disait à l'époque. Alors, Catherine Tasca, je me demandais, il n'y a pas quelque chose comme un procès en illégitimité du gouvernement socialiste chez ces sénateurs? Et il faut savoir qu'en 81, ce qui est arrivé a pris par surprise ceux qui se pensaient être les détenteurs légitimes et éternellement du pouvoir. Ce qui rend aussi la chose assez nouvelle, c'est le poids de la télévision. Il faut se souvenir que le début des années 80, ça a correspondu avec une espèce de libération. On l'a vu avec les radios et peu de temps après avec les télévisions. Donc là, il y a une nouvelle scène, une nouvelle tribune. Il y a la tribune du Sénat, bien sûr, mais il y a cette tribune télévisuelle que les politiques apprennent à utiliser à plein. Mais c'est vrai que la Pasqua a prononcé, non pas une question, mais un réquisitoire, et qui en dit long sur le procès en illégitimité. Mais est-ce que le Sénat pouvait véritablement freiner les réformes de la gauche? Est-ce qu'il a pu le faire? Oui, en tout cas, il a tenté de le faire en diverses occasions. Mais est-ce que ça a bloqué des grands textes? À ma connaissance, non. Mais tout passage de texte, toute initiative du gouvernement se heurtait quand même à une résistance vive au sein du Sénat. D'accord. Alors, le Sénat est turbulent parfois contre ses adversaires politiques, mais on va voir aussi qu'il peut y avoir des attaques dans le même camp. On va commencer à gauche et on va voir comment, justement, André Labarrère est attaqué par la gauche sur une des réformes qu'il propose. 4 rappels au règlement communiste, une demande de suspension de séance, le dépôt d'une pétition par Madame Luc, présidente du groupe communiste, et une passe d'armes entre le ministre André Labarrère et Monsieur Dailly ont retardé la séance d'une bonne heure. Vous soutenez que l'on peut ici délibérer d'un projet de loi sans qu'il y ait un rapport, c'est faux. Vous nous provoquez, certes, mais ce que je vous demande, c'est, au-delà de ces provocations, de ne pas dénaturer les faits. Brièvement, je vous prie. Je crois que le gouvernement a droit à prendre la parole comme il veut, tant qu'il veut. Et le président du Sénat n'a pas à dire brièvement ou non. Il faudrait quand même respecter un peu le gouvernement. Je voudrais simplement dire, quel qu'il soit, même si vous n'avez aucune estime pour un ministre, même si vous le traitez d'idiot, respectez au moins le gouvernement. C'est un minimum. Vous passez votre temps à faire des mises en cause personnelles, sans arrêt. Et M. Dailly le premier. Nouvelle flèche, cette fois, de M. Lederman, communiste. Vous avez dit, oh, Monsieur Labarrère, c'est bizarre que ce texte vous donne une espèce d'urticaire. Vous vous grattez chaque fois qu'un mot est lancé et désespérément, vous vous dirigez vers la droite. Enfin, désespérément parce que c'est très exactement la direction dans laquelle vous allez. Il y a quelque chose de délicieux dans cette éloquence parlementaire qui était déjà à propos d'un texte sur la flexibilité. Donc il faut se rendre compte que les débats en France prennent longtemps. Vous avez connu, Étienne Dailly, cette grande figure qui a été un très court temps président du Sénat par intérim. Oui, mais je l'ai connu dans mes premiers postes gouvernementaux. Quand je suis entrée au gouvernement en 88, il était encore là, et c'était assez redoutable pour un ministre inexpérimenté parce qu'il avait une maîtrise de la procédure. Il avait aussi beaucoup d'audace. Il ne se gênait pas, en effet, pour interrompre un membre du gouvernement. Il y avait quelque chose de très provocateur chez lui. Alors, Sabine Janssen, les oppositions à son propre camp, elles sont déjà courantes, elles étaient courantes, ou c'est un peu une exception ?
C'est un peu ce qui fait pendant longtemps la particularité du Sénat. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est avant les élections de 1986, donc avant la première cohabitation. Et la particularité du Sénat, c'est justement qu'on a quand même des groupes moins calés sur les partis politiques, plus d'indépendance, c'est vraiment la revendication. Et je crois, pas seulement une revendication, mais véritablement une attitude, une tradition sénatoriale, je dirais, d'indépendance à l'égard des partis, une certaine distanciation qui fait qu'on peut effectivement exprimer une opposition. On n'applique pas des consignes de vote comme ça. D'ailleurs, les structures de groupe et même la discipline de groupe est quand même, elle était, peut-être un peu moins maintenant, mais elle était moins stricte et donc permettait à des oppositions de s'exprimer, de se faire connaître clairement comme on l'a vu là. Alors on va regarder justement que ce type d'opposition à son propre camp existe aussi à droite, c'est chez ces sénateurs qui, jusqu'en 2003, ont des mandats qui, il faut le rappeler, duraient 9 ans. Donc on va regarder comment, à propos d'une loi qui essaye de limiter l'immigration, le Sénat va utiliser une méthode un peu particulière pour manifester sa désapprobation. Les tests ADN vont-ils ou non être enterrés? Hier, on pouvait le croire après les propos d'Éric Besson mettant en cause un manque de moyens. Mais aujourd'hui, la colère gronde au sein de la majorité, surtout à l'Assemblée, où Jean-François Copé rappelle que le gouvernement a l'obligation de prendre les décrets d'une loi votée. Au Sénat, en revanche, on se montre moins pressé à remettre le sujet sur la table. Je conçois que ça soit mettre en œuvre une procédure extrêmement complexe pour très peu de cas. Franchement, que c'est marginal, c'est pas indispensable. Il y a beaucoup d'autres moyens de prouver son état civil. Si le gouvernement y renonce, qu'on n'en parle plus, ça ne me dérange pas vraiment. Les tests ADN, une idée venue de l'Assemblée par un amendement de Thierry Mariani. Les sénateurs, eux, n'en voulaient pas pour la plupart et ont adouci le texte en ne les rendant plus obligatoires et en mettant en place des garde-fous. Alors, je rappelle juste que l'idée qui avait émergé à l'Assemblée nationale, c'était que les familles de migrants, on devait faire des tests ADN pour s'assurer que les enfants étaient bien les enfants de leurs parents. Et donc, ça posait un certain type de problème et ça concernait notamment le regroupement familial. Donc, c'était une mesure anti-migration. Mais justement, alors Catherine Tasca, à ce moment-là, vous êtes élue et on voit que les sénateurs ont utilisé un peu une stratégie à la fois dilatoire pour faire échouer la réforme. Oui, absolument. Absolument. Et donc, c'est une des lignes de force du travail du Sénat, cette défense des libertés. Et là, tout de même, il y avait, quoi qu'on pense de la politique migratoire, il y avait une atteinte potentielle à des libertés tout à fait fondamentales et une atteinte en plus inutile. D'ailleurs, le fait qu'on ne l'ait pas mis en œuvre prouve que c'était inutile. Exactement, parce que cette réforme, finalement, après 2 ans, les décrets ne sont pas signés, et puis finalement, elle va être enterrée. Est-ce qu'on est... Oui, sur cet attachement aux libertés, je voudrais rappeler quand même un événement majeur qui est la saisie par Alain Poher, président du Sénat, du Conseil constitutionnel sur la question de la révision de la loi sur les associations en 1971. Donc, vraiment, c'est... Comme vous dites, une ligne de force. L'indépendance et la défense des libertés, c'est quand même une ligne de force du Sénat. Est-ce que ça permet, par exemple, de faire émerger des majorités d'idées qui n'existeraient pas à l'Assemblée nationale? Oui, je pense que ça peut y contribuer. Certainement. Et c'est d'ailleurs ce que le Sénat doit, à mon avis, valoriser. Parce que pour qu'il y ait 2 chambres, il faut qu'il y ait 2 fonctions différentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Sénat se comporte comme une Assemblée nationale bis, sinon ça n'a aucun intérêt. Absolument. Alors justement, Catherine Tasca, est-ce qu'il vous est arrivé de voter, vous qui étiez socialiste, avec vos collègues de droite? Oui. Mais bien sûr, je suis incapable d'énumérer les exemples, mais bien sûr, il arrivait, que ce soit en commission des lois où je siégeais, ou dans l'hémicycle, que sur un certain nombre de dispositifs, nous nous rejoignions avec une grande partie de notre Assemblée. C'est ça qui fait du Sénat un véritable contre-pouvoir? Moi, j'aime pas beaucoup le mot de contre-pouvoir. Je comprends dans quel sens le président Larcher l'a employé. Je dirais que c'est plutôt un contrepoids par rapport à là aussi des tentations de plus en plus présentes dans la vie politique et notamment la vie parlementaire, la tentation de ne pas mener le débat au fond. Par exemple, l'idée que le passage au Sénat serait une étape inutile et que les commissions mixtes paritaires finalement ne servent pas à grand-chose,
qu'on peut passer par-dessus, est une idée très pernicieuse pour le bicamérisme qui, de mon point de vue, fait vraiment partie de notre système démocratique. Donc il faut préserver ça. C'est le lieu du débat. Et le débat peut mener à un consensus. D'accord. Puis on l'a vu aussi, parfois le Sénat réussit même à battre la Chambre des députés. Alors, on va quand même voir que le Premier ministre du gouvernement auquel vous avez appartenu, en l'occurrence Lionel Jospin, va faire une sortie extrêmement virulente en 1998 contre le Sénat, en traitant cette Assemblée d'anomalie. Alors il précisera, une anomalie c'est un écart à la norme, et puis il va revenir là-dessus, quelques années plus tard, sur ce qu'il avait vraiment voulu dire. Écoutez-le sur les antennes de Public Sénat. Pourquoi j'ai dit que c'était une anomalie démocratique? Parce qu'au fond, il y a deux types de secondes chambres. Il y a les secondes chambres des États fédéraux, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, et ces deux secondes chambres sont élues au suffrage universel. Elles représentent la diversité d'un pays fédéral. Et puis il y a des chambres héritées des vieilles chambres aristocratiques, qui sont devenues des chambres conservatrices, et c'est à cette deuxième catégorie qu'appartient le Sénat français. Qu'appartient toujours le Sénat français. Avec son mode d'élection. Avec un mode d'élection qui n'est pas le suffrage universel direct par les citoyens, mais d'une part un suffrage universel de 150 000 grands électeurs, c'est très peu, et en plus dans lesquels les toutes petites communes sont largement surreprésentées. C'est là où est l'anomalie, pas dans le fait qu'il y ait une deuxième chambre. Bon alors, Catherine Tasca, vous partagez l'opinion de votre ancien Premier ministre? Je voudrais dire que je n'ai pas beaucoup de points de désaccord avec lui, mais là, je pense qu'il pousse la démonstration trop loin. On peut s'interroger. Vous lui aviez dit à l'époque? On a eu l'occasion d'en débattre, mais bon, sa position était très ferme là-dessus. On peut s'interroger sur le mode de scrutin propre au Sénat, mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue, que ce mode de scrutin doit être clairement distinct de celui de l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'en 1998, il avait dit une chambre où jamais l'alternance ne soit possible avec ce mode de scrutin. La démonstration a été faite que l'alternance était possible. Bon, on y reviendra. On y reviendra dans quelques minutes. Et la deuxième souci que l'on doit garder en tête si l'on voulait réformer en profondeur le Sénat et notamment son mode de scrutin, c'est qu'il est le représentant des territoires. Oui, mais en même temps, deuxième critique de Lionel Jospin, Sabine Janssen, c'est une chambre aristocratique et conservatrice. Mais il se contredit d'ailleurs, parce qu'il explique qu'il y a justement deux types de chambres, et il finit par nous expliquer, alors il nous dit c'est une chambre aristocratique, puis après il dit oui mais elle représente les communes, les petites communes, donc c'est contradictoire. Mais effectivement là il se fait l'écho, je dirais, d'une tradition de gauche qui remonte à la fin du 19e siècle, à la Troisième République et même avant, qui considère que le Sénat a été institué pour justement conserver, pour incarner les intérêts conservateurs. Voilà, et pour bloquer au fond les dimensions et les pulsions populaires. Alors on va voir avec Jean-Pierre Bel que justement en 2011, il va y avoir l'élection d'un président du Sénat de gauche, le premier sous la Ve République, et donc ça va lui permettre d'être le représentant de l'opposition à Nicolas Sarkozy. La gauche s'empare du Sénat et pourrait bien compliquer les dernières réformes du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Première conséquence, la fameuse règle d'or de retour à l'équilibre budgétaire avait déjà du plomb dans l'aile. Elle est aujourd'hui définitivement enterrée. Impossible pour Nicolas Sarkozy de réunir la majorité des 3/5 de parlementaires, minimum requis pour toute révision constitutionnelle. Pour le reste, le gouvernement relativise. Les gros dossiers législatifs comme le budget 2012 ou le financement de la sécurité sociale ne devraient pas pâtir des nouveaux équilibres politiques. On vous a vu à l'image, Catherine Tasca, c'était une vraie révolution pour les sénateurs que vous étiez à l'époque? Bien sûr, la conquête de la présidence du Sénat, c'était pour nous un tournant formidable, très, très positif. Donc on a accueilli ça avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'espoir. Donc il y a eu des espoirs qui n'ont pas duré. Alors c'est ça que j'allais vous poser comme question, parce qu'il y a eu l'élection de Jean-Pierre Bel, puis ensuite il y a l'élection de François Hollande, et pendant un moment la gauche a d'une certaine manière le grand chelem, c'est-à-dire vous avez les 3 plus hautes fonctions de la République, plus le Premier ministre, voilà, plus les régions et même les municipalités. Et beaucoup de collectivités locales. Qu'en est-il sorti? Il en est sorti un quinquennat qui, contrairement à ce que l'on dit, a tout de même produit un certain nombre de réformes importantes, mais il en est sorti... C'est pas une occasion manquée pour vous?
Si. Y compris dans la possibilité de réformer les institutions? Oui, je pense qu'on aurait pu être plus audacieux, même sur des questions qui par exemple, ne touchent pas la grande masse des citoyens. Je pense à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas quelque chose qui aurait dû se heurter à la résistance féroce qu'on a rencontrée. Donc il y a eu sans doute un manque de rapidité, on le sait tous. Hein, c'est-à-dire que les réformes, elles s'imposent dans le premier temps d'un quinquennat. Donc la perte ultérieure de la présidence du Sénat, oui, ça a été pour nous, quelque part, presque un deuil. Presque un deuil, parce qu'on avait entrevu la possibilité de jouer un autre rôle. Sabine Janssen, une question. Vous savez qu'Emmanuel Macron a prévu de réduire le nombre de parlementaires. C'est donc une réforme qui va toucher le Sénat. Vous pensez que c'est un risque majeur qu'il prend et qu'il va se retrouver de nouveau avec un retour de flamme des sénateurs? Ah, ça, c'est pas du tout impossible. Et pour lui, surtout compte tenu des résultats des dernières élections sénatoriales, la partie va être rude. Hein, et donc, s'il fait un référendum comme a fait De Gaulle en 1969, il peut très bien le perdre. Moi, je voudrais quand même vous demander, Catherine Tasca, c'est votre dernier jour officiellement. Oui. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous qui avez été sénatrice plus d'une décennie? Oui, comme nous tous, la bataille pour le mariage pour tous, par exemple. Ça a été un moment très, très fort. Mais moi, j'ai été très également occupée par la grande réforme sur la transparence. Tout ce qui touche à l'effort pour relever l'image, et en particulier l'image de cette maison, le Sénat. On aura sûrement l'occasion d'en reparler dans cette émission. Je voudrais rappeler le livre de Sabine Janssen, Les boîtes à idées de Marianne, aux éditions du Cerf. Et je voudrais signaler, parce que c'est une exposition qu'il y a sur les grilles du Sénat et que j'apprécie beaucoup, la loi entre vous et nous, à partir des aquarelles de Noël Ehrenschmidt, qui a publié d'ailleurs aux éditions La Martinière dans les coulisses de la loi. Ça nous permet de suivre le parcours institutionnel pour faire une loi. Et tiens, je me disais que c'était peut-être un souvenir à garder pour votre dernier jour, Catherine Tasca, que ce bel album. Mais il me restera beaucoup de beaux souvenirs. Merci encore, mesdames, pour votre participation à l'Info dans le Rétro. Et bonne route à Public Sénat. L'autre info dans le rétro cette semaine nous entraîne aux États-Unis. C'est là que Colin Kaepernick, un sportif, un footballeur américain, a décidé de s'agenouiller pendant l'hymne national pour manifester sa protestation contre les victimes noires de la répression policière. Le geste de Kaepernick a été suivi par beaucoup d'autres et a entraîné une déclaration du président Trump extrêmement hostile. Pour Trump, ce geste est antipatriotique et n'est pas convenable sur les terrains de football. Ce n'est pas la première fois que des sportifs décident de manifester la revendication des droits civiques. Déjà, en 1968, Tommy Smith et John Carlos, deux sprinteurs, étaient montés sur le podium et avaient levé le bras avec un gant noir en signe de protestation et de solidarité avec les Black Panthers. À l'époque, ils avaient été très durement critiqués par le président du comité international olympique, Avery Brundage, qui les avait fait exclure de l'équipe américaine, puis renvoyer du village olympique et interdire de compétition. À près de 50 ans de distance, Tommy Smith et Colin Kaepernick représentent les deux visages d'une même cause, mais les deux hommes sont aussi mal compris. Un grand merci évidemment à Marie-France Martin et à Sylvia Buissonneau qui nous ont aidés à trouver des archives maison sur le Sénat. Et comme chaque semaine, ce sont des images du passé sur lesquelles nous allons nous séparer, des images de la tour Montparnasse au moment de la pose de sa première pierre, alors qu'aujourd'hui, elle fait peau neuve. Hier soir, M. Robert-André Vivien, secrétaire d'État au logement, a présidé à la pose de la première dalle de ciment de la tour Maine-Montparnasse. Cette opération est exemplaire parce qu'elle montre que des capitaux et des entreprises françaises sont capables d'entreprendre des réalisations à l'échelle américaine. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.